Hi, I'm Tyler, founder of Cozy Earth. When you're thinking about the perfect gift, what better way to show your loved ones that you care than by giving them something that helps them feel better, sleep better, and adds superior luxury to their everyday life? If you sleep in our sheets for 100 nights and don't absolutely love your experience, we'll refund your money. No questions asked. This year, give the gift of Cozy Earth. Once they try it, they'll never go back. Go to CozyEarth.com/Spotify and use code Spotify to save up to 40%. That's CozyEarth.com/Spotify. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Amazon for all your gifting needs. Manhattan, New York 1976. À cette époque, il ne fait pas bon vivre dans la grosse pomme, bien au contraire. New York est une ville où la violence est omniprésente et incontrôlable, entre émeutes raciales, délinquance urbaine et crime organisé. C'est une véritable jungle urbaine qui s'étend, dans laquelle quelques familles d'origine italienne font la loi. L'ombre des familles mafieuses plane en effet sur tous les aspects de la vie quotidienne. Des quartiers populaires de Brooklyn au luxueux gratte-ciel de Manhattan, ces familles contrôlent tout. Le trafic de drogue, les jeux d'argent et même le vol de camions. Ce dernier est devenu l'un des délits les plus répandus et lucratifs de la ville. Les cargaisons volées alimentant un marché noir en pleine expansion. C'est une époque où la loi semble presque inexistante, ou du moins incapable de rivaliser avec l'influence tentaculaire de la mafia. Dans un bar enfumé de Mulberry Street, au cœur de Little Italy, un groupe d'hommes attablés parle fort et débat autour de quelques verres de whisky et de cigares cubains. Les murs sont jaunis par l'épaisse fumée et l'atmosphère est propice aux combines et aux secrets bien gardés. Parmi ces hommes, l'un d'eux balaie le bar du regard. Il s'agit de Benjamin Ruggiero, plus connu sous le nom de Lefty, un membre important de la puissante famille Bonanno. Lefty est un homme d'expérience, un vétéran du crime organisé, qui a vu défiler des centaines de visages. Mais ce soir-là, un homme attire particulièrement son attention. Cet homme, c'est Donnie Brasco. Il entre et s'avance dans le bar avec une assurance tranquille. Vêtu d'un blouson en cuir usé, les cheveux gominés en arrière, il affiche un regard déterminé et perçant. Il n'est pas particulièrement grand ni imposant, mais il dégage quelque chose qui force le respect. Donnie est un voleur de bijoux. On l'appelle d'ailleurs Donnie le bijoutier dans le milieu. Il passe de bar en bar, de contact en contact, cherchant à se faire un nom. Ce soir-là, il vient pour approcher la mafia de plus près en espérant pouvoir travailler avec elle. Travailler avec la mafia, c'est risqué, mais ça peut rapporter gros. Lefty, curieux, se rencarde sur lui auprès de ses amis. Il décide ensuite de s'approcher du jeune homme. Il l'interpelle en lui montrant une bague sertie de diamants, tout droit sortie de sa poche. Le jeune Donnie Brasco fait tourner le bijou entre ses doigts et répond avec aplomb que cette bague est en toc. Lefty, qui n'a pas vraiment l'habitude qu'on lui réponde de cette manière, est scotché. Lui, qui est d'un naturel méfiant, est intrigué par cette façon de parler sans détour et cette certitude tranquille. Ce que Lefty ignore, c'est que Donnie Brasco n'existe pas réellement. Derrière ce pseudonyme se cache en réalité Joseph Piston, l'un des premiers agents du FBI à avoir infiltré aussi profondément la mafia italienne de la côte est des États-Unis. La mission, qui au départ devait durer quelques mois, a duré près de 6 ans et fut un énorme succès pour le bureau d'investigation américain. Donnie Brasco, ou plutôt Joseph Piston, va ainsi faire tomber de nombreux chefs mafieux, les uns après les autres, non sans risquer sa vie.
Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Joseph Piston, un agent du FBI pionnier dans l'infiltration mafieuse qui a réussi à faire tomber certains des chefs les plus puissants de la mafia italienne de New York. Aujourd'hui, je vais vous parler des débuts de l'agent Piston au FBI, de ses premiers succès et de l'influence écrasante de la mafia new-yorkaise dans les années 1970. La mafia à New York dans les années 1970 est une organisation complexe. Organisée autour de 5 familles distinctes, les Gambino, les Genovese, les Lucchese, les Bonanno et les Colombo. Ces familles constituent le noyau de la branche américaine de la Cosa Nostra, une mafia d'origine sicilienne qui s'est enracinée dans les grandes villes américaines dès la fin du XIXe siècle. À New York, son influence est omniprésente et s'étend des bas-fonds aux plus hautes sphères économiques et politiques. Le pouvoir de la mafia repose sur un système d'extorsion, de racket, de contrôle des syndicats ainsi que sur le trafic de drogue et de jeux illégaux. Les mafieux infiltrent ainsi l'industrie de la construction, la collecte des déchets et même les docks du port de New York. Bien évidemment, grâce à l'appui de quelques hommes politiques et policiers corrompus, leurs activités sont protégées et les mafieux peuvent continuer leur trafic en toute impunité. Face à cette organisation criminelle qui prolifère dangereusement, le FBI est totalement démuni. Dans les années 60 et 70, les forces de l'ordre ont encore du mal à comprendre le fonctionnement de la mafia, car cette dernière opère selon un code d'honneur strict basé sur l'omerta, une loi du silence absolu parmi ses membres. Puisque l'information ne peut pas être obtenue par la simple filature, il faut passer à l'étape supérieure. Une nouvelle technique se profile alors, l'infiltration d'agents fédéraux. Mais elle rencontre au départ beaucoup de résistance au sein du FBI, notamment de la part du célèbre et controversé John Edgar Hoover, son directeur pendant près de 50 ans. Ce dernier estime que l'infiltration est un sale boulot qui nuit à la réputation de ses hommes. Il préfère donc concentrer les ressources du bureau sur le communisme, l'ennemi public numéro 1 selon lui. Mais à la faveur d'une loi adoptée en 1970, l'infiltration est de nouveau sérieusement envisagée pour cibler les patrons mafieux. Joseph Piston devient alors très vite le candidat idéal pour ce type d'opération. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Joseph Piston naît en septembre 1939 en Pennsylvanie dans une famille italo-américaine. Il grandit dans le New Jersey et, plutôt bon élève, il étudie l'anthropologie et devient enseignant. Mais son rêve de gamin est ailleurs. Joseph Piston rêve de devenir flic. Alors quand un ami lui propose de devenir agent des douanes afin d'infiltrer des réseaux criminels, Joseph n'hésite pas longtemps. Grâce à sa maîtrise de la langue italienne et à son habileté à se fondre dans divers milieux, le FBI finit par le repérer. Joseph passe avec succès l'examen d'entrée pour devenir agent fédéral. À tout juste 30 ans, il vient de réaliser son rêve. Il ne se doute pas que cette nouvelle carrière va lui réserver bien des surprises. Joseph Piston commence au FBI en réalisant des missions d'infiltration de petite envergure dans des trafics de drogue ou de vols de voitures en Floride et en Virginie. C'est à cette époque qu'il choisit le nom de Donnie Brasco, en référence à un vieux film d'espionnage. Chaque opération est un succès, et Piston réussit à se rapprocher de plus en plus des criminels sans jamais éveiller les soupçons. Il est calme, observateur, il sait écouter, comprendre le langage des criminels et adapter son comportement à chaque situation. Au printemps 1976,
la brigade des vols du FBI a l'idée d'infiltrer de plus gros resellers, ceux associés à la mafia, afin d'infiltrer cette dernière. Là encore, Joseph Piston est l'homme de la situation. Il étoffe son personnage de Donnie Brasco afin d'être plus crédible. Ainsi, Donnie Brasco devient voleur de bijoux, une spécialité qui lui permet de travailler seul et sans violence. En effet, en tant qu'agent du FBI, il lui est interdit d'user de violence et bien évidemment, de tuer. Pendant 2 semaines, il se forme à l'étude des pierres et des métaux précieux. Il décrète qu'il est célibataire et orphelin, a vécu entre la Floride et la Californie. Bref, il se crée une légende, sans attache, pour que ses futurs interlocuteurs ne puissent pas enquêter sur des proches potentiels qui pourraient trahir sa véritable identité. Joseph Piston sait qu'il va devoir entrer dans la peau de son personnage, totalement, sans jamais faillir pendant de longs mois. Une petite erreur, un mot mal placé, et tout peut basculer. Il s'entraîne. Il travaille son histoire personnelle, ses manières de parler, de se comporter. La frontière entre les deux commence à s'effacer. Mais il sait qu'il va devoir garder la tête froide et ne pas céder aux sirènes des criminels qui l'entourent. Enfin, Joseph Piston doit faire preuve d'une discrétion sans faille. Seuls quelques agents de liaison sont au courant de sa mission d'infiltration. Même sa propre famille ne sait rien. Joseph Piston s'apprête à démarrer une toute nouvelle existence, isolée, au plus près de la mafia, sans savoir quand sa mission prendra fin. Alors que Joseph Piston peaufine son personnage, Lefty Ruggiero est en route pour une nouvelle mission lui aussi. Un soir, il se rend dans un petit appartement de Brooklyn, il sonne à la porte, son flingue à la main. Un homme ouvre la porte et lève immédiatement les mains en l'air. Les 2 hommes se connaissent. L'habitant de l'appartement supplie Lefty. Bien sûr qu'il va le payer, ce n'est qu'une question de jours. Et non, il n'a pas fait affaire avec une famille rivale, ce ne sont que des rumeurs, il peut tout expliquer. Mais alors que Lefty continue d'avancer vers lui, l'arme pointée, il lui intime l'ordre de se mettre à genoux. L'homme s'exécute en tremblant, ses yeux pleins de terreur. Il commence même à sangloter. Il sait ce qui va se passer, mais il n'y a plus rien à faire. Lefty se tient près de la fenêtre, le visage impassible. Il charge lentement son revolver, un vieux modèle usé qu'il manipule avec une précision mécanique. L'homme à genoux commence à vouloir négocier, à supplier. Mais ses mots de désespoir s'évanouissent dans le vide. Pendant ce temps, Lefty a eu le temps d'allumer une cigarette. Il se tient devant l'homme sans émotion. Le code de la mafia est simple. La trahison se paie par le sang. Sans un mot, il lève son arme et tire une balle nette, froide, en plein milieu du front. Le corps chute lourdement au sol, le silence envahit à nouveau la pièce. Il est plus pesant que jamais. Lefty range calmement son arme comme si tout cela n'était qu'une routine. Il n'a pas une once d'hésitation. Pour lui, tuer est une mission comme une autre. Il sort de l'appartement, laissant derrière lui le corps sans vie, et le message clair qu'au sein de la mafia, il n'y a pas de place pour la faiblesse ou les états d'âme. Bientôt, cet homme d'action sans pitié va se lier d'amitié avec Donnie Brasco, pour le meilleur et pour le pire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou et réalisé par Joe Daou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la suite de cette histoire, en évoquant les débuts de Joseph Piston au sein de la famille Bonanno et de sa mission périlleuse au sein de celle-ci, échappant de peu à la mort. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.